subit l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Brazzaville, en tout cas, qui est victime de la montée du coût des transports urbains. Brazzaville, encore victime de la rareté du ciment. Brazzaville, plongé dans les nuits noires de la nuit, les Congolais, les Brazzavillois se posent des questions sur ces problèmes qui, en tout cas, portent sur leur existence. Des questions qui, jusqu'à aujourd'hui, demeurent sans réponse, en tout cas, sans explication, alors qu'il faut le dire, le souverain premier a besoin des réponses pour son mieux-être. En tout cas, pour chercher à vivre la réalité de ces choses, j'ai reçu sur ce plateau des jeunes, en tout cas des jeunes congolais, citadins de Brazzaville. Il s'agit donc de Donald qui fait pour la première fois son partage sur Mag le Bazar. Il est acteur de la société civile, je veux dire. Bonjour Donald. Bonjour Monsieur Romik. Ta santé, comment tu vas et le quartier? Ça va très bien, parfait. Quel plaisir de venir partager avec nous. En tout cas, le plaisir est grand de partager ce plateau avec vous et mon frère Cyr. Alors, Delia Sirvet Ngo, qui n'est plus à présenter, c'est un acteur politique, bien que jeune, très regardant sur les questions de gestion de l'État. Got, une fois de plus, je reviens sur mon plateau. Alors, bonjour, quel bon vent. Bonjour, grand frère, je vais très bien, merci. Après 100 jours, je reviens encore chez vous, comme j'avais promis. Vous dites après? Après 100 jours. Ça s'annonce bien. Alors, il faut dire que, chers téléspectateurs, en tout cas, bonjour à vous, partout où vous me suivez. Merci pour votre fidélité à votre émission Mag le Bazar, comme j'ai l'habitude de dire, qui se vertue à vous apporter l'information au-delà de la réalité. Alors, non, je veux dire au-delà de l'actualité. Alors, tous nous avons suivi, nous vivons cela, et depuis quelques jours, depuis quelques heures, en tout cas, Brazzaville est frappé par les pénuries de carburant, et surtout, nous vivons actuellement dans les nuits noires de la nuit, et nous passons, Brazzaville passe près de 24 sur 24 heures sans électricité. Et les gens s'interrogent, les Congolais nous appellent pour en savoir plus. Dommage qu'il n'y a pas jusque-là des réponses au niveau des Congolais, au niveau des consommateurs, au niveau des citadins. Mais puisqu'il est question pour nous toujours d'aller vers l'opinion pour savoir comment ils vivent ces réalités, et nous allons donc déballer cette réalité ou ces réalités ici présentes. Il faut dire que, chers invités, comme je venais de le dire, comment vous vivez cette réalité? On va commencer avec le carburant. Vous avez tous vu dans la ville, il n'y a pas de carburant dans la ville. Et toutes les stations sont vides. Et on s'interroge comment les transporteurs arrivent à se ravitailler, comment les personnels arrivent à se ravitailler. Comment vous vivez ces faits présentement, Monsieur Donald? Merci, cher René. En tout cas, cette réalité du manque de carburant dans la ville nous soumet à des situations compliquées même de déplacement, comme toujours, comme d'habitude. Le carburant se fait rare, alors que je sais bien qu'une fois, il était dit que devant le public congolais, il faut le dire, on est passé pour nous dire qu'il fallait qu'il n'y ait plus de rareté de carburant. Malheureusement, ça tombe comme ça et que le carburant se fait rare. Pas d'explication pourquoi cela est dû. Évitez de tapoter la table, s'il vous plaît. On ne sait pas c'est dû à quoi. On n'explique à personne, on explique à la population et nous vivons le jour sans carburant et c'est difficile de se déplacer. Bagot, comment vous vivez la chose? Vous savez, l'irresponsabilité dont fait montre nos gouvernants me laisse sans voix. Non, c'est incroyable quand même après tout. Chaque année au Congo-Brazzaville, nous vivons ce genre de problèmes. On a toujours pénurie de carburant. On nous fera comprendre que non, écoutez, vous savez, chaque année, nous devons faire, comment on a dit, on doit réparer les turbines là-bas. Là, à la CORAF, il y a des trucs à faire, des maintenances et autres. Et donc, c'est ce qui explique parfois de rareté de carburant. Mais c'est incroyable. Moi, je suis de Mouyonzi. Je ne peux pas vendre, je ne peux pas récolter l'arachide. Donc, j'ai récolté l'arachide. Et je prends tout l'arachide que j'ai pu récolter et je vends et je ne garde rien du tout avec moi. Et donc l'année prochaine, pour aller encore mettre sous terre, je vais chercher encore à acheter. Non, c'est incroyable. C'est ce qui s'est passé avec le carburant.
on envoie tout et on n'a pas de réserve qu'il faut. Lorsqu'on veut faire la maintenance des appareils, la maintenance là-bas, la CORAF, on ne garde on ne garde pas assez de réserves. Et mais chaque année, nous avons ce genre de problème. Jusqu'alors, nos dirigeants, ceux qui sont à la tête de la SNPC, n'ont jamais prévu, n'ont jamais cherché à savoir, bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier à ces problèmes? Ils n'ont jamais eu de stratégie. Et les Congolais souffrent. Mais c'est incroyable parce qu'au Congo, les transporteurs ont un certain pouvoir. Si les taxis de bus ne circulent pas, personne n'ira au travail, personne n'ira à l'école. Vous voyez ce que ça peut causer comme problème. Mais nos gouvernants n'ont jamais regardé ce problème avec beaucoup d'attention. Ce qui est vraiment désolant, très désolant. Les vieux, ce que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit là, comme il vient de le dire, d'un manque de sérieux dans la gestion de cette question, ou encore, je pouvais dire, un manque de stockage politique, de storage, comme on dit, le stockage pour stabiliser ou pérenniser? Vous pensez que c'est un manque de sérieux dans la gestion? Oui, exactement. Je peux emboîter le pas comme l'autre. C'est vrai que c'est un manque de sérieux. C'est vraiment un manque de sérieux. D'autant plus qu'on ne prend pas la peine de faire de telle sorte qu'on puisse avoir des réserves. Mais sinon, dans un pays comme le Congo, on ne pouvait pas vivre ce tel cas de situation. C'est impensable. C'est impensable. Parce qu'on sait, en réalité, s'il n'y a pas de carburant, on ne peut pas se déplacer. S'il n'y a pas de... On ne peut pas se déplacer. Mais ce qui est vrai, cette question, cher téléspectateur, est récurrente depuis des années. Mais exactement. Oui. À un moment donné, nous avons senti la régularité. Il se posait plus de problème. Mais pouf, s'il est arrivé un jour, bon, comme habituellement, on a pensé que c'est temporel, ça va durer 1 heure, 2 heures, et puis c'est parti. Quelles peuvent être les conséquences du manque d'électricité? Quelles sont les conséquences que vous êtes en train de constater dans la société? Manque de carburant, bien manque d'électricité. Manque du carburant plutôt. D'accord. Mais écoutez, les conséquences sont énormes. Vous allez voir qu'il y a la montée des prix de transport. Il y a une montée énorme. Vous allez voir une course qui pouvait coûter 1000 francs, on te demandera 1500 ou 2000. Ils n'ont pas tort parce qu'il y a la rareté de carburant. Et le Congolais, c'est pas facile pour eux de donner 2000 francs pour une course de taxi. Le bus qui autrefois était 150, aujourd'hui, on paye 250, on paye 300. Bon, vous voyez comment ça bouleverse la vie des Congolais. Moi, si j'étais vraiment à la tête de ce pays, où j'étais dans le département du pétrole, je pense que j'aurais viré tout le monde. Parce que moi, je pense qu'ils ne sont pas sérieux dans ce qu'ils font. Ils ne sont pas sérieux. Il y a des conséquences énormes aujourd'hui. Mais ajouter à cela, oui, allez-y. Vous n'oubliez pas que nous sommes encore dans un état où nous vivons la maladie, où il y a la restriction, où il y a la limite des places dans les bus. On ajoute le carburant, le manque de carburant. Et même quand on parle des limites des places, vous allez voir que dans les transports de l'État, les STPU, là-bas, les places ne sont pas limitées. Mais lorsqu'il s'agit de vert et blanc, là-bas, il faut qu'on respecte les places. Une injustice totale. Et tout le monde essaie de regarder, on ne dit rien. Incroyable. Un pays comme le Congo. On ne dit rien avant de continuer. En tout cas, les Congolais qui s'étonnent de leur propre pays. Il y a de quoi réfléchir. Nous allons partir du côté de la régie pour savoir de plus la réalité du manque de carburant à travers nos reporters, la régie. Il avait fait de la lutte contre la pénurie de carburant son principal cheval de bataille aussitôt après sa nomination à la tête de la direction générale de la Société nationale des pétroles du Congo. Et les Congolais, notamment les Brazzavillois, croyaient être sortis de l'auberge, mais une grosse erreur. Puisque depuis quelques jours, en effet, l'essence fait prime dans les stations-service. Une énième pénurie qui met les transporteurs en commun dans une posture inconfortable. À ce propos, le directeur général de la SNPC est sorti de son mutisme. Mexon Raoul Ominga estime que sa société n'a pas été créée pour gérer les pénuries et que la situation actuelle sera, dit-il, décantée dans les jours qui viennent. Nous ne communiquons pas sur ces pénuries pour des raisons stratégiques. Mais on peut dire que c'est avec un grand regret qu'il y a eu cette pénurie. Mais nous avons déjà pris toutes les mesures possibles pour que cette pénurie s'éloigne de nous. On n'est pas là pour gérer les pénuries. Nous sommes là pour gérer la fourniture du carburant dans nos stations. C'est vrai, parfois c'est difficile, mais une fois de plus, je pense qu'on ne peut que s'excuser. Ça ne doit pas se répéter. On doit faire en sorte que ça ne se répète pas. Parce que nous avons encore
notre raffinerie qui est là. Nous avons l'ensemble du personnel ici présent qui travaille main dans la main avec le ministère des hydrocarbures, donc le gouvernement, pour faire en sorte que cette crise soit derrière nous. Mais ça arrive, même dans les grands pays, ça arrive. Pour le cas présent, je pense que on a fait peut-être 300 sans pénurie, je pense. Je n'ai pas vérifié, mais c'est arrivé. On sait pourquoi, on connaît les raisons. On a pris le truc par les cordes. On aurait pu édulcorer les choses, aller toucher sur les socs stratégiques pour qu'il n'y ait pas la pénurie. Mais on a continué à travailler normalement. Parce que notre rôle, le but pour nous ici, ce n'est pas de masquer les situations, mais de les vivre et faire en sorte que les solutions qui sont trouvées soient les solutions pérennes. Le directeur général de la SNPC s'est prononcé sur la question en marge de son entretien avec le secrétaire général de l'OPEP, Mohamed Barkindo, qui a foulé le sol congolais après 35 ans depuis sa toute première visite au Congo. Voilà, ça arrive. À leur grand regret, le DG regrette ce qui est arrivé. Ça arrive. Même aux grandes nations, aux grands pays, j'ai noté, ils ne sont pas là pour gérer des pénuries. En tout cas, beaucoup d'excuses aux Congolais. Et ça ne va plus se répéter. Est-ce que ces paroles vous rassurent, Ngotte? Non, non, ça ne me rassure pas du tout. Parce que quand j'ai suivi le DG, M. Mexan Raoul Ominga, qui parle que ça fait 3 ans qu'on n'avait pas de pénurie, c'est faux. Moi, je pense que l'année passée, en 2020, on avait ce même problème. 2019 aussi, on avait le même problème. Toujours au milieu de l'année. On a toujours eu ce même problème-là. Donc, c'est pas... Si peut-être qu'il va peut-être prendre des décisions qui vont permettre à ceux qui ont pu vivre ces problèmes, c'est bien. Mais on a toujours eu ce problème. Mais avec les dirigeants congolais, je n'ai jamais été sûr. Là, aujourd'hui, on nous a dit que non, ça ne va plus se répéter. Vous verrez qu'en 2023, ou encore à la fin de l'année, on aura le même problème. Mais ça m'étonne aussi qu'il dise que non, dans les grands pays. Donc, le Congo est un petit pays. Je ne savais pas. Donc, dans les grands pays qu'il fait montre, moi je ne sais pas dans un pays en Afrique où on a ce genre de problème-là chaque année. Je ne connais pas un pays. Au moins comme un ou deux. J'ai été dans les pays des autres. Je n'ai jamais vu ce genre de problème. Alors le Congo a un problème. Alors, est-ce que ça te rassure en tant que consommateur, en tant que citoyen? À mon avis, cher aîné, je pense que ça ne me Non, rassure monsieur pas. le journaliste, je vous en prie. Ok. Merci pour votre considération. Je me dis toujours que les dirigeants congolais ont les mêmes discours. Et les mêmes discours qui n'ont rien changé jusqu'à nos jours. C'est des discours épatants, mais qui ne rassurent pas. Comme vient de dire mon confrère, quand on dit 3 ans après, on a vécu ce genre de situation. Non, non. Et comme vous constaterez, c'est juste pendant les vacances et avant les fêtes, où souvent il y a pénurie de carburant. Mais il faudrait qu'on se dise certaines vérités. Pourquoi le Congo n'arrive pas toujours à faire des réserves pour qu'on ne puisse pas tomber dans ce genre de situation chaque fin d'année ou en mi-année? Ça, c'est des discours vains. C'est des discours vains. Quand on dit 3 ans, je pense que c'est chaque année que nous vivons ce genre de situation. C'est chaque année. Est-ce que les Congolais méritent ces excuses? C'est la question que j'aimerais. Non, les Congolais ne méritent pas ces excuses. Pourquoi? Non, ils ne méritent pas ça. Parce qu'ils vivent ce genre de situation chaque année. Et nos gouvernants n'arrivent à rien faire. Aucune solution. Que des galimatias. Que de galimatias. Aucune solution a été prise. Vous savez, nos dirigeants ne respectent pas les Congolais. La population congolaise n'est pas respectée. Si cette population était respectée, je pense qu'on aurait pu parler de ce genre de problème. Mais dommage, on ne nous respecte pas. Et bon, vous allez voir une telle pénurie, mais ça a commencé vers le 10 août. Hein, vers le 10 août. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la fin du mois. Aucune solution n'a été trouvée. Que dans quelques jours, on va trouver une solution. Quelques jours, c'est des semaines. Et bientôt, ce sera des mois qu'on va compter. Aucun respect pour la population congolaise. Et ça, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête, disent les Congolais. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, les Congolais sont, il faut le dire, dubitatifs, surtout sur la question. Au-delà de tout, des excuses, ainsi de suite. Ce qui est bien d'ailleurs. Ce qui est bien, mais cependant, ils ont besoin du carburant. Et ils ont besoin des vraies raisons.
Et on constate également que le vrai problème dans la gestion de la vie publique, entre les gestionnaires de la vie publique et les Congolais, se pose effectivement sur ce point. Chaque fois qu'il y a problème, jamais les vraies explications sont données depuis toujours. Et on semble mystifier parfois ces phénomènes, et jusqu'au point où la population ou ceux-là qui bénéficient de ces produits n'ont jamais compris, alors n'ont jamais compris. Tenez, comment un consommateur de l'électricité, jusqu'à ce que je ne puisse pas comprendre réellement pourquoi il y a des délestages à Brazzaville depuis la fin de la guerre du 5 juin jusqu'à aujourd'hui. Un gouvernement arrive dans telle raison, un autre arrive dans telle raison. Parfois, c'est l'étillage du fleuve Léfini. Parfois, il y a un problème de transfert du courant, un problème de câblage. Parfois, on vous dit c'est la turbine, ainsi de suite. Mais au moins, le consommateur qui débourse de son argent a besoin de savoir réellement ce qui ne va pas. C'est une transition pour parler donc de l'électricité dans notre ville. Vous tous vous avez constaté, chers invités, que nous sommes en tout cas plongés dans le noir. Et ce qui est en train de scandaliser nombreux, parce qu'en matière de délestage, on avait quand même 1 heure, il n'y a pas d'électricité pendant 1 heure, 2 heures, et puis on vous lance, on vous lance. Mais hier, nous avons constaté qu'à 1 heure donnée de la soirée, toute la ville était dans l'obscurité. Toute la ville alors. Mais ça a fait peur à certains. Les raisons, nous ne savons pas. Que dire sur l'électricité? Cher journaliste, pour l'électricité, je veux dire que c'est un problème de manque de sérieux de nos dirigeants. Parce que le problème de l'électricité, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait pratiquement plus de 20 ans après les événements de 97. C'est là où nous sommes rentrés dans le système où chaque fois dans tous les quartiers, il y a délestage. Chaque fois, il y a délestage. Pas plus qu'avant-hier. 2 jours d'affilée sans électricité. Est-ce que je me pose la question, est-ce que les gens qui gèrent ce département tiennent à cœur, comprennent la réalité, comprennent ce que les Congolais vivent sans l'électricité? Parce que, monsieur le journaliste, vous comprenez que le Congolais vit du jour le jour. Certains font des réserves d'aliments. Et alors, que deviendra-t-il après 2 jours sans électricité? Est-ce que ces dirigeants prennent du temps à comprendre que l'électricité, c'est le produit important? Il y a l'eau, il y a l'électricité, c'est 2 produits où le peuple congolais ne devrait même pas manquer. C'est des produits essentiels de la vie d'une personne, des Congolais en fait. Mais c'est quand même aberrant de voir dans un pays comme le Congo, qui regorge beaucoup d'énergie, beaucoup de sources, que nous manquons de l'électricité pendant 2 jours. Nous avons le Congo à des barrages. Le Congo a eu un grand projet, un grand boulevard électrique. Et vous avez certainement suivi depuis des années. Et le Congo a réhabilité certains de ces barrages, a construit d'autres. Et nous avons des centrales à gaz qui produisent de l'électricité. Vous êtes politique, vous avez le flair de la gestion du pays, l'électricité. Comment vous vivez cette réalité présentement et qu'est-ce que vous pouvez dire? Les raisons. Moi, je pense que le Congo a un autre problème. Il y a un autre problème. Je pense qu'il faut peut-être faire descendre Jésus-Christ, encore faire descendre le Saint-Esprit ou encore Mahomet pour qu'on trouve une solution. Non, c'est incroyable. C'est quand même incroyable. On ne peut pas comprendre qu'avec tous ces barrages qu'on cite là, qu'on a cités, on a rongé, on a renforcé certains barrages, que le barrage de Mkoukoulou, on a un peu renforcé, mais on a toujours le problème de manque d'électricité. Alors là, moi, je ne comprends pas. Je suis perdu. Là, les bras m'en tombent. Donc ça devient irrationnel, quoi. Non, ça c'est... Écoutez. Avec un petit peu de 342 000 km², un petit pays comme le Congo, on n'arrive pas à stabiliser l'électricité. Vous trouvez ça sérieux? Combien de gouvernements sont passés? Combien? Et ce problème, les Congolais ont toujours ce problème-là. Et rassurez-vous, pour des conséquences, imaginez 2 jours d'affilée sans électricité. Ceux qui se sont approvisionnés pour garder la nourriture dans des congélateurs, dans des réfrigérateurs, feront comment? Ces conséquences-là, qui les paye? C'est ce qui a lieu d'abord. Effectivement, il faut dire ces conséquences. Oui, vous revenez sur la question
des clients de la société. Oui, exactement. Voilà, ils posent toujours ce problème. Ouais. Coupure de l'électricité, pourriture des réserves, des denrées alimentaires dans la maison, dans le congèle. On relance l'électricité. Parfois, c'est des plasmas qui s'explosent dans des maisons. Bien sûr. Des dommages, ainsi de suite. Mais la même société, il faut le dire, Pas on de se pose la conséquences. question. Les Congolais se sont dit, vous savez, il y a de cela une année, on avait à l'époque la SNE, Société Nationale d'Électricité. Il y a eu un moment que bon, l'État qu'on a pensé un peu, dit bon, on va changer les noms. On a mis l'énergie électrique du Congo, bon, les capitales, on essaie un peu de... Donc on essaie un peu de mettre des choses... Les gens ont cru que, cette fois-ci, on va assister à un changement. Mais depuis qu'on a même changé le nom de cette société, aucun changement. Les Congolais ne font que pleureux. Donc mieux encore la première. Que de promesses. Mon Dieu. Mais moi, je pense que mon cher frère, je pense que le problème n'est pas de changer de nom. Ce n'est pas le changement de nom qui change la chose. Le problème, c'est de changer les mentalités des gens qui gèrent ces structures. C'est de changer les mentalités des gens qui gèrent ces structures. Est-ce qu'ils ont les moyens de leur politique aussi? Mais non, ils ont des moyens. Ils ont les moyens. Ils ont des moyens. Vous ne direz pas que la SO, mais c'est même la seule société au monde qui égorge beaucoup d'argent, puisqu'elle ne peut pas se fermer. Tous les jours, les gens veulent de l'électricité. Tous les jours, les gens veulent de l'électricité. Et la quasi-totalité des Congolais sont des consommateurs. Ils sont des consommateurs sont des d'électricité. clients. Moi, je pense que si M. Honoré Nsaï, qui est ministre de ce département, L'actuel ministre, oui. s'il n'arrive pas, il n'a qu'à démissionner. Il a encore temps. Waouh. Grand frère, il a encore temps de démissionner. Parce que non, on vous a mis dans un département, l'eau et l'électricité, c'est votre problème. Mais c'est les deux problèmes des Congolais, l'eau et l'électricité. Ouais. Et jusqu'alors, ça fait plus de 100 jours. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Si vous voyez que ça ne peut pas marcher, cher grand frère, vraiment, il est temps de démissionner. Parce que les Congolais n'attendront pas 2 ans, 3 ans, 5 ans pour avoir une solution à leurs problèmes. Nous sommes fatigués, on en a marre maintenant. Mais vous savez que je sais que vous parlez avec votre fibre de Congolais, oui. Il a inspiré l'espoir quand ça y est arrivé. Comme j'ai lu quelque part, il avait inspiré l'espoir quand il est arrivé. Je disais, bon, ce monsieur sort de l'opposition, mais ce n'est pas un nouveau. Ce n'est pas un monsieur qui n'est pas connu des Congolais, bien connu des Congolais, parce qu'il a le verbe, il a l'art oratoire, il a la capacité d'analyse, il a démontré aux Congolais sa lecture de la gestion de l'époque, de la gestion de l'ancien gouvernement. Et quand on l'appliquait à l'opposition, nombreux ont salué. On se dit, mais quand même, cette dualité, opposition majorité au gouvernement, ça va apporter quand même quelque chose. Et les Congolais comptaient sur ça. Est-ce que vous êtes sûr? Moi, j'ai suivi sa première communication lors du passage de la passation de service. Vous êtes sûr que Saï a les moyens de sa politique pour vous emmener à ce point? On lui a déjà donné les moyens de sa politique par le gouvernement? Vous me permettez de répondre? Oui, allez-y. Écoutez, quand vous n'avez pas les moyens de votre politique, qu'est-ce qu'on fait? On refuse le poste qu'on vous a donné. On refuse, on dit, je ne peux pas parce qu'il y a manque de moyens. Je ne peux pas travailler et vraiment j'ai démissionne. C'est ce qu'on fait. Mais comment est-ce que vous pouvez accepter un département où vous n'avez pas les moyens de votre politique? Les Congolais, écoutez, M. Okilas. Les Congolais n'ont plus besoin de la politique, n'ont plus besoin de promesses. Les Congolais veulent des solutions à leurs problèmes. On ne veut pas d'explications pour dire, bon, vous savez, s'il n'y a pas ceci, parce que c'est là. Les Congolais en ont marre, ils ne veulent pas. Les Congolais veulent voir de l'électricité tous les jours dans leur maison. Les Congolais veulent voir de l'eau qui coule dans les robinets. Les Congolais ne veulent plus de promesses de politique. Ils n'en veulent plus. Depuis toujours, depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, que de promesses, bientôt 25 ans. Que de promesses. Les Congolais ne font que souffrir. Ils ne font que manquer de l'eau et manquer d'électricité. On en a marre de promesses politiques que nous refusons. Nous voulons des solutions à nos problèmes. S'ils sont incapables, qu'ils nous laissent le pays, on trouvera des gens capables qui vont diriger ce pays-là. Ça, moi je vous le dis. S'ils sont incapables de diriger, qu'ils nous laissent ce pays. Alors, je reconnais le politique. Alors, à votre tour, est-ce que le ministre Saï rassure vraiment pour relever le défi dans ce secteur de l'eau et de l'électricité? Monsieur Romik, relever le défi dans ce secteur, ça relève juste d'une compétence simple. Simple. Vous savez, à la SNE, il y a une politique du laisser-aller. Il y a une politique du laisser-aller. Vous allez comprendre une chose. Moi, je me souviens, quand monsieur le ministre, l'excellence monsieur le ministre Nsaï, débattait sur les questions de l'électricité à l'Assemblée, mais vous vous dites qu'à la tête de ce département,
mais tout va basculer. Ouais. Tout va basculer. Et ça laissait une lueur d'espoir. Que non, demain, après-demain, si ce monsieur passait à la tête de ce département, on trouverait quand même gain de cause. Malheureusement, parce que, comme a dit mon cher confrère, on n'attendra pas 5 ans après pour nous donner le bilan. Le Congolais, c'est à l'immédiat. Parce que nous avons tellement vécu des choses, tellement vécu dans le désordre, que nous voulons aujourd'hui que nous ayons comme de l'électricité en permanence, que nous ayons de l'eau en permanence. Mais vous savez qu'il y a certains, cette opinion, qui pensent que CI a la volonté manifeste. Il est capable de relever. Malheureusement, il est venu trouver des vieux problèmes. C'est antérieur à lui, antérieur même au gouvernement Mwamba. Ça a toujours été. Est-ce que CI a une bâton magique pour taper puis tout régler? Ça demande juste une patience de votre part, n'est-ce pas? Non. Non, non. Le problème de patience n'est pas là. N'est pas là. Quand vous arrivez, ce n'est pas en arrivant dans ce département qu'il va trouver ces problèmes-là nouveaux. C'est des anciens problèmes. Il a la connaissance de ces problèmes. Il connaît ces problèmes. Mais dès lors qu'on vous nomme ministre, dans un département que vous savez que dans ce département, il y a trop de situations, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des techniciens qui pourront vous orienter. Mais ce n'est pas les techniciens qui le manquent. Mais exactement, mais ce n'est pas les techniciens. Mais qu'est-ce qui fait que nous avons tous ces récurrents problèmes d'électricité dans le pays? Qu'il y ait tous des délestages, manque d'électricité, manque de ceci tout le temps. Les questions, en tout cas, c'est au pouvoir public, raison pour laquelle nous avons besoin des réponses. Monsieur Ngod. Monsieur Okilas, savez-vous que dans notre pays, chaque département ministériel a des problèmes qui datent moins de 20 ans, voire plus? Dites-moi, pouvez-vous me citer un ministère là où ça marche dans notre pays? L'enseignement a fait un succès avec les examens d'État. Quel succès? Vous appelez ça succès, mais monsieur Okilas? Vous appelez ça succès? Vous allez voir. Mais vous avez vu les résultats. Le niveau des Congolais a énormément baissé. Ou bien, et c'est là où nous réalisons des 50% de gens qui ont été admis. Regardez le niveau des élèves. Moi, je connais des enfants, quand j'ai vu un enfant qui était admis au bac, je suis resté tranquille. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Faut voir. La fraude a pris le devant dans le ministère de l'enseignement. Une fraude terrible. On a mis les antifraudes partout, mais en réalité, c'est même le contraire. C'est par là où circule la fraude. Aujourd'hui, les gens qu'on a mis pour aller sauver les examens sont encore ceux qui fournissent encore des éléments aux élèves qui sont dans les salles. Ah bon. Et donc, la fraude. Et donc, pour la vous, fraude. ce succès avec 150 000 francs, 200 000 francs, quand on donne, moi je le dis, je connais beaucoup d'histoires pareilles. Avec 200 000, 150 000 francs, vous partez, vous savez, il y a des trucs qui se passent chez nous ici. Vous donnez, à la fin, on arrive là, l'enfant a eu le bac, l'enfant a eu le BPC. Mais c'est quand même le succès avec l'arrivée du nouveau. C'est pas encourageant ça, les résultats aux examens d'État. Ça serait en tout cas... Ça ne reflète pas. Ça ne reflète pas un débat spécial, ça serait un débat Romic, spécial. Ce débat spécial serait bien. Oui, avec des grands pédagogues. Serait le bienvenu. Vous savez, monsieur Romic, je vous prends un exemple très simple. Je suis passé quelque part dans la rue de Brazza, je lis sur un tableau, ils ont même dépassé le pourcentage. C'est étonnant ça. Ah bon. C'est étonnant, au lieu d'écrire 100% qu'ils ont l'habitude d'écrire pour attirer la clientèle dans leurs écoles ou comment, ils ont écrit 102%. J'ai dit, bon, tiens, ça sort d'où ça? Miracle. 102%? C'est ça. Mais les réseaux. Ce qui est vrai... ils ont englobé tous les résultats. Le BPC, le bac technique, le bac général, et la licence, et les docteurs, tout. Et ça fait 102%. Alors, c'était une parenthèse, c'était juste pour... une parenthèse. Revenons sur l'électricité. En tout cas, il faut dire que c'est clair. Le ministre Saï semble inaugurer son département avec un grand coup que même le gouvernement Mwamba n'a pas vécu. Un arrêt ou un manque d'électricité criard, au lieu que ce soit des délestages habituels, en tout cas un manque d'électricité, même au moment où je vous parle. Les sociétés fonctionnent de par leurs groupes électrogènes. Et Brazzaville est plongé dans le noir. Je ne sais pas si vers le Dieu là-bas il y avait de l'électricité. En tout cas, le noir. Et les jours se succèdent. Mais cependant, les Congolais ont quand même droit aux explications. Un client a droit aux explications. Et il a ce droit-là. Parce que, comme nous aimons bien dire,
Les Congolais ont voté un seul homme. Ils ont contrat avec le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Mais par rapport à un projet de société. Et donc, tout ce que le gouvernement fait, c'est répondre aux besoins des Congolais mentionnés dans son projet de société. Et donc, chaque département ministériel travaille pour ce sens. La santé, l'électricité, l'eau, l'éducation, le transport, c'est ça. Mais ils ne comprennent pas, et je me permets de le dire, parce que s'il faut que je lance les VTR, vous en aurez trop. Il y a eu trop de réactions. Ils ne comprennent pas pourquoi, accord signé avec le chef de l'État, lui, il fait confiance à certains ministres. Quand ils arrivent, ils ont l'impression que le travail n'est pas pris au sérieux. Mais ce n'est pas le président qui va travailler dans tous les ministères. Donc c'est là où les Congolais attirent l'attention des ministres pour leur faire comprendre. Ils sont là, ils font un travail d'ouvrier. Permettez-moi le terme, c'est même le terme. Ils doivent œuvrer, un ouvrier œuvre. Ils doivent œuvrer, ils doivent peiner pour répondre à ce contrat. Mais j'ai suivi Ngotte dit, nous n'attendrons pas 5 ans alors qu'on a un contrat. On n'attendra pas 5 ans dans les explications. C'est un réel problème. Et pour ce volet, moi, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Sinon, on passe sur notre point. Oui, l'électricité. Oui. Vous savez, le problème avec ce nouveau gouvernement, c'est l'inefficacité. À peine. Vous les jugez déjà. Ils sont le premier au monde dans l'inefficacité. Sincèrement. C'est un gouvernement très inefficace. Et je pèse mes mots. Avez-vous l'impression que vous avez un gouvernement dans ce pays? Vous êtes journaliste, vous n'allez pas me répondre. Mais les Congolais vous diront non. Est-ce qu'ils ont l'impression qu'ils ont un gouvernement dans ce pays? Quel est le problème direct que ce gouvernement a déjà réglé depuis qu'ils sont arrivés ici? C'est le paiement des retraités qu'ils trompent là. Savez-vous que dans la fiche de paye, lorsqu'on vous paye le salaire si vous travaillez à la fonction publique, il y a un pourcentage qu'on enlève. Ouais. Qu'on enlève pour... on enlève. Et lorsqu'on paye le retraité, on paye le retraité avec les actifs. Parce que les actifs, c'est argent qui permet qu'on paye le retraité. Bon, on va nous faire comprendre que non, il y a plus de retraités que des actifs. Êtes-vous sûr? Il y a plus d'actifs que de retraités. Donc si tous les actifs cotisent, on peut facilement payer les retraités chaque fin du mois. Mais pourquoi on n'arrive pas à les payer? J'ai suivi le premier... Moi, je n'appelle personne Premier ministre. J'ai suivi M. Colonel Makosso à l'Assemblée dire que non, quand on cotise, lorsqu'on fait des cotisations, on n'atteint que 4 milliards. Où est la part patronale? Parce que effectivement, quand on enlève l'argent chez les actifs, on arrive à un certain montant. Est-ce que l'État aussi cotise comme d'habitude? Si l'État cotise, on peut avoir 11 milliards. Or, l'État ne cotise pas. Qu'est-ce que l'État fait? L'État ne prend que l'argent des actifs là, il met de côté. Mais où est la part patronale? Pas de part patronale. Et on nous parle que non, il y a un problème. Il n'y a pas un problème. C'est l'inefficacité pure. Et pour finir, vous avez parlé du projet de société du chef de l'État. C'est bien. Mais dans son projet, quel est le premier pilier? De vivre ensemble, par un dialogue. Est-ce que lorsqu'ils ont fait leur nouveau gouvernement, ils ont pensé à associer tous les acteurs politiques, tous les opérateurs économiques pour dire, bon, écoutez, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qu'on fait pour que le pays marche? C'est le premier pilier. C'est par là où tout devait commencer. On fait quoi? Non, on voit là des task force à gauche, task force à droite. Pour quelle solution? Pour pénurie de carburant, pour manque d'électricité, pour manque d'eau. Et jusqu'à quand? Vous savez, le Congo est un peuple patient, mais un jour, je m'arrête par là. Tu parles avec le vieux politique, attends. Ça va, c'est tout à la fois. Mais je reviens sur quelque chose, quand vous développez en tout cas les questions des retraités. Hein? C'est mon dada. C'est mon dada en tout cas. Je sais ce dossier depuis toujours. Je fouine là-dedans. Je suis à la 5e année. Je travaille là-dedans. Alors c'est un dossier finalement, je comprends que même les jeunes maîtrisent le dossier. Bien sûr. Je viens de le démontrer. Bien sûr. Même l'homme de la rue, le retraité lui-même, les enfants, ils savent maintenant comment ça se passe. Ce qui est bien dans un état, de la pédagogie. Et sur ce plateau, j'ai envie encore d'avoir sur mon plateau M. François Guimbi. Parce qu'avec lui, quand je corse, on sort les choses sur cette question. Et ça apaise les retraités. Oui, vous voulez dire? Monsieur Romik, je voulais sortir un peu du cadre retraité, revenir sur l'électricité. Oui, nous y sommes. Vous savez, monsieur Romik, au Congo, comme m'a dit mon cher confrère, c'est un problème d'inefficacité et en plus, ils sont incapables de résoudre le problème. Vous allez prendre un exemple.
Je vais vous prendre un exemple très simple. Vous savez, il y a de cela une semaine, à Paris, il y a eu coupure d'électricité. En 15 minutes, le directeur du stade a failli être relevé. Voilà. En 15 minutes seulement. 15 minutes. Dans le stade. Dans le stade, 15 minutes. Vous voyez comment les autres... J'ai suivi pour le carburant, M. Raoul Ominga, qui dit même les autres pays aussi vivent ça. Mais comme les autres pays vivent aussi coupure d'électricité, en 15 minutes, on peut relever quelqu'un. Mais pourquoi pas quand c'est 2 jours ici, on relève pas quelqu'un? Mais puisque nous voulons faire la comparaison, on veut comparer, non? Le Congo au grand pays. Mais si les grands pays prennent les décisions pour relever quelqu'un en 15 minutes, mais en 2 jours, c'est plus de 15 minutes. Et là, nous sommes dans le 3e jour sans électricité. Alors, merci bien pour ce débalé. On ne mettra pas fin à ces questions. On va de problème en problème. Alors, il est vrai que chez les femmes, nous ont fait comprendre qu'il y a la montée des prix des denrées alimentaires sur le marché. En tout cas, les produits coûtent plus cher maintenant. Le bidon, rien qu'un exemple, le bidon d'huile est passé à 25 000 francs. Voilà. Il est passé à 25 000 francs. Le coût de la tôle, l'unité, est passé, je crois, à 5 000, 4 500. Voilà. Et en tout cas, beaucoup de denrées ont augmenté. Le panier de la ménagère pose problème au moment où l'économie congolaise est au rouge. Au moment où nous ne produisons encore rien. Alors, le silence toujours des gestionnaires de ce secteur. Personne n'en parle. Les Congolais ont peur déjà avec le peu qu'ils gagnent. Ils n'arrivent pas à survivre. Et que les prix montent, surtout les matériaux de construction. Qu'est-ce qui explique cela? Permettez-moi, vous n'êtes pas des spécialistes dans ce domaine, mais je vous sonde parce que vous êtes des Congolais. J'aimerais bien voir en face de moi celui qui s'occupe du commerce, mais ça viendra. Non, nous sommes les Congolais. Nous vivons nos réalités sur place. Monsieur Romy Kokilas, nous avons une route de 515 km, je ne me trompe pas si ma mémoire est bonne, Pointe-Noire-Brazzaville, 515 km. Combien de péages? 7 péages. Vous savez, la mer se trouve à Pointe-Noire. C'est, je crois, 9 péages. 9, hein? C'est 9 péages. Merci. La mer se trouve à Pointe-Noire. Donc, les commerçants, la plupart des marchandises viennent par la voie maritime. Absolument, absolument. Et ces produits, ces marchandises doivent être acheminés vers Brazzaville. Bien. Un véhicule qui achemine la nourriture vers Brazzaville, donc l'huile, les tôles et autres vers Brazzaville, doit d'abord, par chaque péage, dépenser plus de 15 000 voire ou plus par péage. Et lorsqu'il arrivera à Brazzaville, lorsqu'il va retourner, il aura dépensé combien? Et pour quel bénéfice? Il doit dédouaner au niveau du port. Il doit acheminer. Mais il doit avoir un bénéfice. Il doit avoir un bénéfice. Donc, si les choses augmentent, c'est parce que le gouvernement, toujours, je ne sais pas si c'est dans l'objectif de nuire aux Congolais, je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris. On met plus de 7 péages dans cette tension où on sait très bien que c'est là où passe toute l'économie du pays, c'est là où passe c'est là où achemine tout ce que nous envoie ici à Brazzaville. Et on s'étonne de monter des prix. Non, on ne doit pas s'étonner. Ce serait une mauvaise foi. Ce serait une mauvaise foi de s'étonner. Le chemin de fer qui pouvait aussi permettre à ce que les marchandises qui étaient dans les villages là-bas soient acheminées vers Brazzaville, aujourd'hui est pratiquement à l'arrêt. Mais c'est tout ça qui explique qu'il y ait de montée de prix. Quelle est la solution que le gouvernement a pris pour dire, bon, écoutez, on observe une flambée de prix de marchandises. Qu'est-ce qu'on fait? Aucune solution. On ne parle que de politique. On ne parle que de Paris, d'aller convaincre la MEDEF, d'aller convaincre les Français là-bas, les Européens, pour qu'ils viennent investir au Congo. Mais les vrais problèmes, aujourd'hui, nos mamans de villages là produisent l'igname, le foufou, le manioc, tous les jours. Brazzaville ou Pointe-Noire ou les villes, ils sont nourris par ces mamans-là. Mais ces mamans-là souffrent. Ils souffrent pour acheminer les marchandises ici à Brazzaville, à cause de ces péages-là, à cause de l'état du chemin de fer. Comment est-ce qu'ils peuvent faire? Mais quelle est la solution que le gouvernement trouve? On s'en fout des Congolais. Pas de respect pour les Congolais. Le problème des Congolais n'intéresse pas les politiques. Ce qui est incroyable. Le problème des Congolais n'a jamais intéressé les politiques. Ce qui intéresse nos politiques aujourd'hui, c'est qu'ils puissent construire des maisons, marier des femmes, aller passer du temps en France comme on a vu. On a eu... Mais toi, tu es politique, non?
Oui, mais je suis politique, moi je ne perds pas mon temps à construire des maisons. Je suis là pour les Congolais. Je parle là pour les Congolais. Est-ce qu'eux aussi font la même chose lorsqu'il y a des problèmes au Congo? Lorsqu'on observe à des flambées de prix, sans explication, les commerçants augmentent le prix. Qu'est-ce qu'ils disent? Rien du tout. Merci bien, la flambée des prix. Oui, c'est un constat. Il est vrai, il est indubitable. Oui. Le constat sur la flambée des prix est très amer. Très amer pourquoi? Parce que le Congolais aujourd'hui, parce que quand nous parlons, nous touchons les gouvernants et pensent que les Congolais touchent une réalité qui est vraie. Ils pensent que le Congolais est en train de s'en prendre à eux. Mais nous sommes des Congolais, on doit s'en prendre à eux parce que c'est nous qui les mandatons. Voilà. Et nous les mandatons, ils ne font pas le travail ou la mission que nous leur demandons d'aller faire. Aujourd'hui, regardez les péages. Nos vieilles mamans qui travaillent les champs, on est nourris par les efforts de nos vieilles mamans au village. Ah, il faut laisser, il faut avec quel outil? Il faut saluer ces femmes. Avec quel outil? Ils travaillent archaïquement. Oui. Excusez-moi, pour ça vous couper. L'agriculture. Combien de machettes ont été déjà payées? Vous pouvez me dire, on a déjà payé quelques machettes, elle est où pour faire l'agriculture? C'est les tracteurs. C'est le slogan. C'est le slogan. Nos mamans là ont des tracteurs pour nous nourrir tous les jours. Pour nous tous les jours, ils travaillent avec leurs propres efforts. Mais le gouvernement qui a des moyens, qui a plus de moyens s'il faut le dire, qui a plus de moyens, quels sont les matériaux qu'il a mis en provenance de Brazza pour aller dans l'Interland, aller soutenir ces vieilles mamans-là. Et pour acheminer la marchandise, que ces vieilles mamans travaillent avec leurs propres efforts, dans toute la souffrance, c'est du péage, à excès de prix même. Excès de prix? Excès de prix. Mais qui gagne en ce moment? Excès de prix. Qui gagne? Qui gagne? Moi, je me pose la même question. Qui gagne? Qu'est-ce qui gagne? Qui gagne? Mais les questions sont bien. Qui gagne? Parce que la marchandise récoltée par la population rurale est envoyée vers les villes pour nourrir les villes, comme on le dit. Oui. Mais lorsque le prix du péage est monté ou bien est vu à la hausse, qui gagne en ce moment-là? Je vous poserai une question. Voilà. Savez-vous le rôle d'un politique dans une cité? C'est de faciliter la vie à la population. Est-ce que nos politiques facilitent la vie aux populations? Au contraire. La politique, c'est gérer la cité. On gère la cité, faciliter la vie aux Congolais. Est-ce que nos politiques nous facilitent la vie? Non, au contraire. On nous suce, on nous pince, Vous voyez? Aucun amour pour ce pays. Tant que les politiques n'auront pas l'amour pour les Congolais, nous resterons dans ces mêmes conditions. Nous souffrirons toujours. Nous aurons toujours des problèmes nuit et jour. Tant que les politiques... Et j'interpelle les vrais politiques du Congo. J'interpelle notre chef de l'État. Non, n'interpellez pas comme ça. Vous posez vos problèmes. Marc Bazar analyse. Hein? Marc Bazar analyse. Nos problèmes sont là. Voilà. Parce que lui, c'est le père de la nation. Il est capable d'apporter des solutions à nos problèmes. Il y a des canaux. Vous êtes ici, ce n'est pas une interpellation. Je me permets de le dire. Quel est le mot que je vais utiliser? Voilà. Quel est le mot? Vous communiquez. Oui. Si vous voulez l'interpeller, passez par les voies normales, écrivez. Ça ne va même pas arriver. Vous allez déposer. Ça n'arrivera même pas chez M. Siba. Marc Bazar parle au Congolais, à tous les Congolais. Ça n'arrivera même pas chez M. Siba. Si vous profitez de mon plateau pour interpeller, la directive va vous taxer, vous payez cher. Donc, ça, voilà. Vous savez, voilà. si vous écrivez chez le chef de l'État, voilà, ça n'arrivera même pas chez M. Siba. Vous êtes sûr, non, ça arrivera. Ça n'arrivera pas. Je vous jure, ça arrivera. Ça arrivera. Ça n'arrivera pas. Ouais. Non, en fait, je pense que c'est le père de la nation. Excusez-moi, c'est le père de la nation. Il faut qu'il écoute ce genre déléance. Il est là, il doit écouter ce que... Quand il va s'asseoir, il écoute. Oui, le petit a dit des choses. Moi, je veux que le président de la République écoute au moins ce que je dis. Même s'il n'y aura pas de solution immédiate, mais qu'il comprenne qu'il y a des choses qu'on cache. Il y a des choses qui se passent dans le pays qui peut-être que... Bon, là, tu as le... Non, un citoyen a le droit de parler à son chef. Oh oui, donc, je veux dire une chose. Vous me permettez de parler un peu politique? Je vais parler. Allez-y. Très bien. Mais ce que nous faisons là, c'est déjà la politique. La politique doit trouver des solutions sur ça. Vous savez la manière dont le PCT gère le pouvoir? Waouh, mon Dieu. Depuis combien d'années? 69. On est en 2021. Ça fait pratiquement combien d'années? Ça fait 50 ans, je ne me trompe pas. 50 ans que le PCT gère le pays, gère la politique. Et d'une manière... En tout cas, magnifique. Je n'ai jamais vu un pouvoir dans un pays donné qui gère bien la politique comme le PCT. Il gère extraordinairement bien. Mais par contre,
un domaine où ils sont nuls. Nuls de nuls. Depuis 50 ans. L'économie. L'économie, pour les gens pour le PCT, c'est comme un maître de kung-fu que tu n'arrives pas jamais à taper depuis que tu as commencé. Ce maître-là, tu as toujours tapé malgré tes techniques, tu es allé apprendre, tu ne sais pas où. L'économie, pendant 50 ans... C'est le diable, quoi. Le diable du PCT, le diable de ce pouvoir, c'est l'économie. Ils savent bien faire leur politique, c'est bien. Ils arrivent à commander, aujourd'hui, 50 ans de pouvoir. Impeccable. Mais l'économie, zéro. Mais qu'est-ce que tu les conseilles, alors, en matière économique? De prendre des vrais acteurs économiques et de les mettre là où il faut les mettre. Et de ne pas prendre des gens parce que c'est Azali Motonangai, Azali Nokonangai, Azali Nevelanga, Natiaï Kuna Poye pas au moins et on chaque jour. T'es bon côté. Bon, je bateau bazana mayele. Bateau batanga baye économie malamu. Bon, tia bango ne sika wane sengeli. Sans bar mettons batal qui bon. Veut dire que ça non économie ben ça n'est facile. Ba pèse solution na kota ba politicien. Vous savez, ce ne sont pas les politiciens qui dirigent le monde. Hein. Ce ne sont pas les politiciens. Ce sont les économistes qui dirigent le monde. Mais c'est toi qui le penses. Non, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Tu as un enfant à la maison. Tu as des enfants à la maison. Cet enfant-là, pour manger, il faut que tu donnes à son enfant. Pour aller à l'école, il faut que toi tu dépenses. Ouais. Tu es sûr que cet enfant-là va dire je vais rentrer à 0h, à 1h, je ne pas d'or, je m'en fous à la maison. Je sais que cet enfant-là peut faire ce qu'il veut. Non. Mais vu que c'est toi qui donnes, c'est toi qui nourris, c'est toi qui habilles, tu imposes quelque chose à l'enfant. Je veux ceci, je veux cela. Et dans la vie, c'est comme ça. Mais la politique n'a jamais résolu le problème, c'est l'économie. Donc, tant que l'économie n'est pas mise vraiment à la tête, au centre de toutes choses, le Congolais souffrira toujours. Et malgré des milliards, on a eu des milliards et des milliards ici, non? On a fait quoi avec? On a même eu tellement qu'il y avait trop d'argent, on ne savait plus quoi faire. Bon, il y a trop d'argent, on fait quoi? Ah, vraiment, il y a trop d'argent. Bon, on prend 14 000 milliards, allons garder pour les générations futures. Mais s'il y avait une chose dans la tête pour dire que non, écoutez, construisons des usines, construisons ceci, pour que cet argent qu'on veut aller cacher sous terre ou encore dans les banques, que ça tourne, que ça donne encore plus. Ça se multiplie. Aujourd'hui, le Congolais ne souffrait pas. Aujourd'hui, on ne serait pas là quémander 256 milliards au FMI. Attends, pour un pays qui a eu d'excellents budgétaires, on va quémander son FMI, aidez-nous, FMI, à tout moment. N'importe quoi. N'importe quoi, en tout cas, et Delia Goth, toujours dans sa fureur de jeunes politiques. Alors, le prix des bus ont augmenté. En tout cas, ça s'est constaté depuis Texaco, la Tchèque, un peu partout. Nous en avons discuté avec les transporteurs, qui d'ailleurs nous ont étonnés. En tout cas, Mac Bazar veut absolument tenir un plateau avec ces derniers. Ça, c'était un problème, c'est un problème réel. Les Congolais ont du mal à se déplacer parce que n'importe quel bus arrive, fixe le coût de son transport par rapport à sa distance. Un. De deux, le problème des itinéraires n'a plus jamais été respecté. C'est un chauffeur qui trace sa route, son chemin, il oblige même au client d'aller. En fait, bref, il y a trop de problèmes. Et de leur côté aussi, les transporteurs, ils ont pensé qu'ils sont marginalisés par l'État, ainsi de suite. Ils ont tenté d'aller en grève. Subitement, ça a étonné tout le monde après ces annonces. Non, ils ont levé la grève. Nous ne souhaitons pas la grève. Mais nous voulons que ces transformateurs, ce bureau nous explique les vraies raisons de la levée de la grève. Parce que les vraies raisons devaient être la réalisation de leurs doléances et de leur côté, qu'ils arrêtent avec ces pratiques. Parce que toutes les raisons qu'ils donnent se focalisent autour de la politique du Covid. Les bus sont vides, les places sont limitées. Ils sont obligés de faire des demi-terrains, augmenter 250 francs parfois de Texaco, je ne sais pas où, ainsi de suite, surtout dans la partie sud de Brazzaville. Est-ce que ces choses l'ont pris fin? On ne sait pas. Un matin, ils sortent comme ça, on a levé la grève. Lever la grève plutôt au bénéfice des Congolais ou au bénéfice des pouvoirs publics ou à votre bénéfice, ça nous devons le savoir. Ça nous devons le savoir. Les transports urbains. Monsieur Romik, oui. Vous savez, j'aime bien parler des faits concrets. Des faits concrets. Les Brazzavillois, aujourd'hui, pour le transport, c'est un casse-tête. Oui, ils ont levé leur grève. Mais au bénéfice de qui? C'est la question. Au bénéfice de qui? Mais venez un bon matin à Texaco, la Tiémé.
Prendre un quaster pour arriver à Total, c'est combien? C'est 250. Délibérément, on vous donne un prix comme ça, c'est homologué où? Mais moi, ce qui m'étonne de plus, ça n'interpelle même pas les pouvoirs publics. Ça n'interpelle personne. On arrive un bon matin, à l'arrêt de bus, c'est plein de gens. Et regardez, on est à 8 h du matin à Texaco, le bus est à 250. On est à 14 h, le bus revient à 150. Au vu et au su de tous. Mais pourquoi ce changement de prix dans la même journée? Ça démontre à suffisance que même les gestionnaires de ce domaine-là sont inefficaces. Et c'est le peuple congolais qui souffre. Inefficacité. C'est le peuple congolais qui souffre. Et on peut toujours dire, si on n'arrive pas, si on ne peut pas, on démissionne. Est-ce que vous pensez que la solution, c'est la démission? Puisque dans ce secteur, je vais vous donner la parole, mais il y a des anciens, il y a d'autres qui sont passés, nombreux sont passés. Il semble qu'il n'y a pas une solution. Nous avons vu la mairie aujourd'hui créer des itinéraires. Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous avons vu l'État lancer ses bus. Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous avons vu des arrêts de bus ici. Nous avons fait la promotion même de ces arrêts de bus dans nos médias. Est-ce que les arrêts de bus sont respectés? Et il y a trop de choses. On chasse les crieurs aujourd'hui sur les arrêts de bus. Le lendemain, vous les voyez. Et ils collent même des taxes aux transporteurs. Bon, on ne sait pas. Vous êtes dans une ruelle, vous êtes surpris devant chez vous. C'est un bus qui passe dans votre rue alors que la chaussée est au moins à 500 mètres. C'est un bus qui passe avec des citoyens. Un quaster passe. Donc il a son tracé à lui. Et parfois c'est un quartier dangereux. Là, vous avez des bébés noirs. Oh, mais on se pose la question, mais nous sommes dans quelle cité? Et c'est des tracas dans les rues, vous avez des embouteillages. Franchement, des embouteillages. Vous avez un tableau artistique, bien qu'il soit désagréable à voir. Vous voyez ce qu'on voit sur les artères. Vous payez votre taxi, vous devez arriver absolument en retard. Parce que un broglio sur le terrain. Et ça relève parfois des chauffeurs, je le dis bien. Au point parfois les policiers sont débordés. Un désordre absolu. Est-ce que vous pensez que on peut trouver des solutions là-dessus? Parce que dans ce secteur-là, il y a beaucoup de ministères qui interviennent pour mettre de l'ordre dans ce secteur de transport afin de faire profiter aux Congolais. God. Monsieur Kilas, qu'espérez-vous dans la cour du roi Péto? Qu'il y ait de l'ordre? Qu'espérez-vous dans la cour du roi Péto? Qu'il y ait des choses qui marchent, qui vont bien? On est de la cour du roi Péto où chacun fait ce qu'il veut. Et le mental du Congolais, vous savez bien, le Congolais devient beaucoup incivique. Mais le Congolais devient incivique. Qu'est-ce qui pousse le Congolais à être incivique? Voilà. Il faut se poser la question. Qu'est-ce qui pousse le Congolais à être incivique? Vous pensez que quand un chauffeur voilà, joue avec ses prix, c'est l'État qui l'inspire, mais c'est sa cupidité. Non, c'est pas sa cupidité. Regardez. Même avant le Covid, hein, vous avez vu les débuts. Voilà. Les BJ, vous connaissez les BJ, j'espère. Ouais, les BJ ont des habitudes maintenant, waouh, incroyables. Dès qu'il est 18 h, ils sont partout dans des avenues, en train d'attendre. Là où on a rempli un peu, on a mis 3 personnes, 4 personnes, il faut laisser un demi là-bas. Il faut laisser un 3000. Bon, comment voulez-vous que non et qu'ils gardent les prix normaux? Tant qu'ils savent bien que non, coûte que coûte. Ne fût-ce que 2 personnes dans un bus, un peu, bon, c'est vrai, il y a un peu de l'espace, mais si je suis un peu coincé, le bus doit donner 5 000 francs parce que quoi? Ils n'ont pas respecté la distanciation sociale. Mais dans les bus appelés mal à l'aise là, on n'a jamais arrêté un bus mal à l'aise. Aucune BJ a essayé même de dire interprète majuscule non, écoutez, descendez les clients parce qu'ils sont nombreux. Mais l'injustice. Voilà, c'est ce qui pousse les Congolais à devenir inciviques. Oui, c'est facile de parler de la police. C'est facile, hein? J'entends souvent les BG rançon, et ainsi de suite. Imaginez sur l'instant qu'on retire toute la police du contrôle de la circulation. Et on laisse les chauffeurs libres avec leur volant et les clients. Non, là vous avez confondu. Non, attendez. Monsieur Romic, vous avez confondu. J'en viens. Vous avez confondu. Voilà. Laissez-moi juste corriger. Non, laissez-moi juste corriger.
on n'a pas dit les polices routières. Non, il y a une différence. Aujourd'hui, même les militaires, les policiers, là, ils se mettent là aussi devant des polices routières aussi. Ils sont là taxés. Mais il y a du banditisme sur la circulation. Mais c'est ça. Mais parce que... Mais c'est là émane du... Mais vous voyez bien comment... polices routières. Bon, je ne défends pas, mais c'est des réalités en tout cas. Je connais mes téléspectateurs. Souvent ils disent non, mais là il avait raison. Non, ce n'est pas un problème d'avoir raison. C'est un problème de toucher la réalité du doigt. Oui. J'avais bien envie d'avoir le bureau des transporteurs ici. Aujourd'hui par exemple, les chauffeurs ont pris l'habitude de garer en pleine artère. Ils peuvent garer sur un rond-point dès qu'ils voient un client. Chauffeur de bus. Et aujourd'hui, le mal à l'aise le fait. On gare en pleine artère. Code de la route bafoué, ainsi de suite. On peut lui ravir le permis de conduire autant de fois. Ils sont tétras toujours. En tout cas, nous avons un dossier d'enquête que nous sommes en train de faire. On roule. Dès qu'on voit le premier, on s'arrête. On s'en fout de ceux qui viennent. Même si c'est une femme qui va pour accoucher, quelqu'un qu'on va intervenir, même si c'est un corbillard, les véhicules d'intervention, les véhicules de secours, corbillard, ambulance, sapeurs-pompiers, bloqués dans ces embouteillages, parce qu'il y a certains bus, il y a des chauffeurs qui veulent se faire de l'argent, ils s'en foutent. Et ajouter aux taxis-motos. Mais franchement, l'État à côté, mais tout ça, ça affaiblit la police. Oui, je veux bien qu'on parle de la police. Je ne suis pas contre, la police a ses pratiques. Nous voyons comment certains policiers ressemblent les chauffeurs. Ça on ne peut pas cacher. Mais le chauffeur lui-même aussi, lorsqu'il pose de tels actes, est-ce pas qu'il invite le policier vers lui? Monsieur Romic. Quel est ce chauffeur en règle qui sera taxé? Oui. Monsieur Romic. Je vous en prie, hein, parce que ce domaine-là nous intéresse. Monsieur Romic. Et c'est une manière de dire au patron des transporteurs, vous avez levé la grève, nous avons besoin de vous. Parce que vous ne pouvez pas continuer à marginaliser les citoyens congolais. Et sans client, vos vues ne valent absolument rien. J'ai envie d'inviter même le président. Allez-y. Monsieur Romic, on revient sur un fait très simple de la police vis-à-vis des chauffeurs de taxi et bus. Non, nous sommes dans la circulation. Oui. Voilà. Vous pensez que la répression, c'est la meilleure des choses pour éduquer quelqu'un? On fasse des bandits, par exemple. Non, est-ce que les chauffeurs... Parce que la police n'est pas là, il faut que je vous rende ça. Non, moi, quand je me promets dans la ville, je n'ai jamais vu un policier interpeller un chauffeur, lui porter conseil. Vous n'avez jamais vu. En tout cas, on me signale que nous sommes arrivés à la fin, presque à la fin de cette émission. Alors, chacun va prendre rapidement la parole. Alors, au-delà de tout ce que nous avons examiné, en tout cas, tout de négatif qu'on vient d'examiner, hein, tous ces problèmes qui minent la vie des populations congolaises, qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Votre gouvernement à vous. Je commence par vous. Merci, M. Romic. Je pense qu'on ne conclut pas l'émission aujourd'hui. Je crois qu'il y a des choses à venir également. Absolument, absolument. Il y aura des grands plateaux sur les 100 jours. Je pense que quand nous parlons de toutes ces choses, nous interpellons juste le gouvernement. Nous sommes les citoyens congolais. Nous ne vivons pas ailleurs. Nous vivons au Congo et nous sommes des Congolais. Nous aimons notre pays. Oui. Si toutefois nous lançons des cris d'alarme auprès de nos dirigeants, c'est pour que les choses puissent un peu changer. Nous savons que c'est difficile, mais on peut faire quelque chose. Parce que c'est ce que les Congolais attendent. Ce n'est pas des discours. Ce n'est pas des discours, ce n'est pas des discours. Les Congolais attendent la réalité sur le terrain. Ils vivent mieux leur vie. Le reste... Merci bien, Donald Dekabi, acteur de la société. Merci en tout cas pour ta pertinence. Merci. Goth Delia, votre dernier mot pour la circonstance. Mais attendez, vous risquez de pleurer le Congo. Vous avez un mot à dire, s'il vous plaît. Je veux boucler mon émission. Je suis attendu là-bas. Le Congo vit, le Congo n'est pas mort. C'est quand même incroyable. Je vais juste dire un mot. Chers leaders politiques, chers politiques, essayez d'aimer les Congolais. Aimez les Congolais, s'il vous plaît. Nous avons l'impression que vous n'aimez pas les Congolais. Mais pourquoi? Qu'est-ce que les Congolais vous ont fait pour que, jusqu'à aujourd'hui, que le Congolais soit toujours dans cette misère? Et vous êtes là, malgré vos diplômes, malgré votre sagesse, vous n'arrivez pas à résoudre le problème des Congolais. Moins de 5 millions d'habitants, vous n'arrivez pas à leur donner une bonne vie. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Franchement, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Et alors, à ce nouveau gouvernement? Au nouveau gouvernement,
Jusqu'alors, vous n'avez pas convaincu le Congolais, hein, vous savez. Plus de 100 jours, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Un ministre qui a été nommé vient me dire aujourd'hui que non, voilà ce qu'on a déjà fait. Rien du tout. Mais commencez par le premier pilier, le vivre ensemble. Faites asseoir tous les politiques, les leaders, asseyez-vous, regardez le problème du Congo. Aimez ce pays, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci Delia Girengot. Il est acteur politique jeune. Reste à vous dire, au sortir de cet échange avec les jeunes, quand les Congolais ont parlé, Marc Bazar n'a plus rien à ajouter. En tout cas, c'est d'autres Congolais que nous attendons plutôt. Et surtout, le bureau des transporteurs, l'association des transporteurs du Congo, aussi bien, nous allons examiner la question des médicaments de la rue et les conséquences. Beaucoup de choses ont été cassées grâce. Et donc, nous éclairons l'opinion à propos. Reste à vous dire, merci de nous avoir suivis. Au revoir chez vous. Restez sous ce scotché à la DRTV. Au revoir. Vous allez à Mikolo à Kassibou.